Bonjour, bienvenue au Guide du mauvais gestionnaire. Aujourd'hui, dans cette capsule, on vous parle de l'équipe et des procédés du mauvais gestionnaire. L'équipe et les procédés du mauvais gestionnaire. Première partie, imposer tous les processus. Ah, mon préféré. C'est vous le patron et donc à vous d'imposer la façon de travailler. Que vous soyez un expert ou non, importe peu. Et comme ce n'est pas vous qui exécutez le travail, vous avez plus de temps pour vous trouver des manières plus efficaces de contrôler votre main-d'œuvre. Le plus efficace, c'est d'implémenter, et par là on entend imposer, un processus absolument impossible à appliquer à toutes vos équipes. Assurez-vous qu'il soit tout à fait flexible et qu'il ne prenne en aucun compte des besoins de vos employés. Et surtout, renforcez votre position d'autorité en vous assurant que vos serviteurs comprennent que le plus important est de suivre le processus, pas de livrer un produit ou un service. Autrement, il pourrait apporter de la valeur, ce qui nuirait à votre image de gestionnaire contrôlant. Ça, Maurice, ça vient de cette époque où j'étais Scrum Master, je venais de te rencontrer, et j'avais ce gestionnaire qui était du côté client, qui il insistait dur comme fer. On a 16 équipes, on a un processus, tout le monde suit le processus. Le processus, c'était one size fits none. Là. Il n'y avait aucune équipe qui trouvait son compte dans ce processus-là. Puis je te garantis, il avait tout bâtardisé en cachette dans leur côté. Mais si on voulait mettre en évidence qu'on a amélioré notre processus pour peut-être inspirer une autre équipe, on se faisait sauvagement ramener à l'ordre. Tu ne suis pas le processus. Mais là, je fais, tu sais, pourquoi c'est si important de ça pour toi de suivre le processus? On ne livre pas, on essaie de s'améliorer. Mais si vous suiviez le processus comme il faut, vous livreriez. Fait que ce que toi, tu m'avais dit de lui répondre, Maurice, c'était, il était en train de me dire que si on suit le processus, on livrerait, mais là, on ne livre pas. Fait que tu me dis qu'il faut détruire le processus. C'est ça que tu m'avais dit de lui dire. Puis tu m'avais dit aussi, ben, si tu avais le choix entre livrer ou suivre le processus, tu prendrais quoi? Et je lui ai demandé, le gars, il dit suivez le processus. Bon, parfait. Fait qu'on livrera quand on livrera. C'est son argent, hein? C'est ça. Ben, il s'est fait virer aussi après que je sois parti. Deuxième partie. Faites en sorte de tout savoir en tout temps. Ce n'est pas pour rien qu'on impose les processus. C'est afin de pouvoir tout savoir en tout temps, afin de pouvoir réprimander de façon ponctuelle. En sachant tout en tout temps, vous pourrez vous approprier tout ce que vos sujets par miracle feront de bien, parfois même avant qu'ils ne le sachent. Vous voulez tout savoir plus vite encore. Renforcez votre position d'autorité en accordant des bonus à un ou deux délateurs qui vous rapporteront les faits. Et lorsque ça fonctionnera à merveille, vous pourrez dire que c'est votre idée. Je l'ai vécu pour vrai. Fait qu'il y a une équipe de délation. Tu sais, les nouveaux aiment ça. Tu sais, ils veulent tout de suite avoir les bonnes faveurs du patron. Je l'ai vécu aussi. On parlait en mentionnant de certains des délateurs comme ça. Si tu as le malheur d'avoir des flatulences à côté, le patron trouve que ça sent mauvais. Troisième partie. Vouez votre équipe à l'échec. Ça, c'est génial. Après vous être généreusement porté volontaire pour instaurer unilatéralement des processus dans vos troupes, ce sera un jeu d'enfant et un vrai plaisir de les vouer tous à l'échec. Comme les processus sont optimisés pour votre contrôle et non pour faciliter leur travail, personne ne pourra s'en sortir convenablement et tous se planteront majestueusement. À vous de jouer et de les réprimander à volonté, ce qui représente, vous en conviendrez, un excellent moyen de renforcer votre position d'autorité. Et pour rendre le tout plus comique, n'oubliez surtout pas d'exiger des rapports le plus souvent possible et de vous en prendre publiquement au pauvre messager qui présentera le dit rapport. Ça, c'est la question que je pose souvent. Pourquoi est-ce que ton système est optimisé? Parce que ce que je te racontais juste avant, c'était ça. Les systèmes étaient optimisés pour suivre le processus. Bien, le processus était suivi, en théorie. Mais si le système avait été optimisé pour qu'on livre du travail, on aurait livré. Tu comprends? Fait que des fois, ce que le boss veut, puis ce que le boss veut avoir, c'est pas compatible. Non, mais c'est pour ça qu'on amène dans les discussions avec nos clients, parler valeur en premier. C'est quoi l'intention qui est derrière plutôt que de dire quoi faire? Parce que quand on dit quoi faire, on a tendance à jamais dire la bonne chose. C'est ce qu'on demande et pas ce qu'on a besoin. Ça a une marge. Fait que, tu sais, souvent, le problème est dans le comment.
Puis si c'est clair ce que tu veux, tu t'en fous du comment. Okay? Donc, en te mêlant du comment comme gestionnaire, souvent, tu vas vouer ton équipe à l'échec. C'est malheureux, mais c'est ça. Et plus tu essaies de contrôler, plus ça arrive. Ouais. 4e partie du 3e chapitre. Rendez votre équipe imputable maintenant qu'ils sont certains d'échouer. Si vous voulez avoir un peu plus de choses à raconter dans vos meet-ups de décideurs en entreprise, vous pouvez imposer les processus et rendre vos équipes imputables. Tordant. Ils doivent suivre votre processus et c'est leur faute lorsqu'ils échouent. Vous pourrez mettre ces histoires comme réalisation sur votre profil LinkedIn. Écoute, là, j'ai tout de suite quelque chose à raconter. Vas-y. Le dernier vrai emploi que j'ai tenu, OK? Ça fait assez longtemps de ça. Le patron était un vendeur incroyable. Okay. C'est le typique capable de vendre des frigidaires aux Esquimaux. Donc, il avait tendance à partir, faire du développement d'affaires, puis vendre plein de projets, en faisant plein de promesses, qui après ça, nous, puis quand je dis nous, c'est en bonne partie moi, qui était imputable de m'assurer que l'équipe les livre. Mais quand tu promets à 5, 6, 7 clients en même temps, tu vas avoir mon équipe entière dédiée uniquement à ton projet. Puis c'est une équipe complète de 12 personnes, ce qui inclut tous les gestionnaires, les gens qui font la réception, puis ceux des autres départements. Tu ne spécifies pas ça. Une équipe entière de 12 personnes dédiée uniquement à ton projet, c'est réalisable comme promesse. Le problème, c'est qu'on n'avait pas ça comme développeur. Puis on était dédié à 100% à l'ensemble des projets. Puis la priorité était habituellement le dernier contrat que le patron avait vendu. Donc, il faut que les gens soient contents au début, puis après ça, c'est correct s'ils arrêtent de l'être. Si on commençait à payer. Et naturellement, comme on était imputable, on avait régulièrement des rencontres où on se faisait faire des reproches que on n'arrive pas à livrer, pourquoi on n'arrive pas à livrer, puis nos idées puis nos excuses de c'est parce que le produit ne fonctionne pas, tout simplement. Il faudrait peut-être qu'on le refasse comme il faut pour une fois, puis ce serait plus facile. Ça ne passait pas du tout. On a toujours le temps pour refaire nos produits. On n'a jamais le temps pour bien le faire au départ. Hein? Ouais. Moi, j'ai travaillé à un endroit où il n'y avait aucune tolérance pour réparer par après. Okay? Ce n'est pas parce qu'on se faisait demander énormément de travail avec des échéanciers extrêmement courts, dont tous les développeurs couraient puis programmaient autant qu'ils étaient capables, juste pour sortir les différentes fonctionnalités. À chaque fois qu'il y avait des erreurs, donc des bugs, le patron arrivait fâché. Il disait « Là, je ne vous paye pas pour écrire des bugs. Okay? Codez correctement. » C'est pas comme si c'était compliqué, là. Mais pourquoi il ne le faisait pas, lui? C'est un patron d'entreprise, c'est pas un développeur. Ah, OK. Et c'est la même personne, à chaque fois là, qu'on demandait, il voulait utiliser des nouvelles technologies émergentes. On n'avait pas les gens pour. On disait, il faudrait peut-être les former de notre équipe ou trouver quelqu'un qui ait cette compétence-là. Il disait, non. Moi, j'embauche des gens compétents. C'est leur responsabilité propre, sur leur temps, dans une entreprise où le temps supplémentaire non payé était de mise, de trouver le temps pour se maintenir à jour sur toutes les connaissances qu'ils devraient avoir. Maintenant, si j'exige des nouvelles compétences, j'exige qu'ils soient capables de les mettre en application maintenant. Il devrait travailler avec des consultants, il y aurait moins de misère. Peut-être, mais il ne croyait pas à ça, ça coûtait trop cher des consultants. Ah, ouais. Il ne peut pas les contrôler aussi bien qu'il veut. Moi, très, très tôt dans ma carrière, j'ai travaillé pour une petite agence qui a changé de nom 3 fois depuis. Puis, un de nos clients, c'était la productrice d'une émission de télévision. Et à chaque semaine, on devait fournir un jeu en flash. Là. Ça te donne à quelle époque, OK? En lien avec l'émission de télévision, moi, je faisais l'intégration web autour du jeu. Le patron discutait avec la productrice, lui promettait un jeu qui n'a pas d'allure. Puis c'était à nous autres de nous arranger pour le livrer. On ne réussissait pas, là. On avait juste un intégrateur Flash qui travaillait 12 heures par jour. Et pendant 2 mois de suite, on a eu 2 chargés de projet par mois. Il y a 4 chargés de projet qui sont passés en 2 mois qui ont juste perdu leur tête un après l'autre. Parce évidemment, c'est chargé de projet qui fait tard, là, parce que le patron promettait quelque chose. 5e partie du 3e chapitre. Initiative, finitiative. Des employés qui prennent des initiatives sont des menaces. D'abord, c'est votre job à vous, pas à eux. Ensuite, ils sont un risque.
il pourrait songer à améliorer les choses, c'est qu'il y a un affront à votre position d'autorité. Donc, vous devez trouver un moyen de tourner cela à votre avantage. Deux options s'offrent à vous lorsqu'un de vos exécutants se dessine une cible dans le dos en prenant une initiative. Si l'initiative fonctionne, c'est vous qui aurez dû avoir l'idée. Appropriez-vous l'initiative, mettez-la en place sans inclure l'auteur et sanctionnez-le pour en faire un exemple. Si l'initiative ne fonctionne pas, c'est parce que l'initiative n'était pas de vous. Sanctionnez l'auteur et faites-en un exemple. J'ai travaillé à un endroit où il y avait des producteurs qui étaient des gestionnaires de projet un peu. Ouais. Puis ils avaient toujours un assistant avec eux. La pire position, c'était celle d'assistant. Il fallait passer par là pour devenir producteur. L'idée est que c'était un genre d'environnement où il y avait des promotions extrêmement rapides. Donc, ce que tu fais quand tu es nommé producteur sur un projet qui a déjà été commencé par quelqu'un d'autre, tu fais tout arrêter, tu le repars dans une autre direction avec des idées incroyables parce que le projet ne fonctionnait pas comme il faut. Tout le monde te félicite, tout le monde t'adore. Bang! Tu es promu au poste au-dessus. Donc, ton assistant prend ta position. Mais il est maintenant responsable d'exécuter le plan virtuellement impossible que tu as mis en place. Puis toi, ta responsabilité, c'est d'y taper sa tête s'il n'arrive pas à le faire. Parce que ton plan, il était incroyable. On en a vu beaucoup des assistants comme ça qui allaient juste se faire mettre à la porte après quelques semaines, quelques mois, juste parce qu'ils n'arrivaient pas à exécuter le bon plan de leur patron. Ça fait pitié. Donc, l'idée est là. Il faut que ton plan soit suffisamment grandiose, avec suffisamment de promesses pour être promu avant d'avoir à le mettre à exécution.